présidente de transition, Catherine Somba-Ponza. À Lagos, au Nigeria, les autorités ont décidé d'interdire les taxis-motos dans une partie de la ville. Une mesure visant à réduire, entre autres, les cas d'accident. Enfin, en Catalogne, les indépendantistes ont remporté ce dimanche la majorité absolue des sièges aux élections régionales. Un succès qui, pour eux, doit mener cette riche région d'Espagne vers la sécession. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir, bienvenue à tous. Démarrons par la République centrafricaine. Au moins 3 personnes ont été tuées et 7 autres blessées ce lundi à Bangui par des casques bleus lors de la dispersion d'une manifestation près de la présidence dans une ville paralysée par des barricades érigées sur les principaux axes routiers après un week-end de violences meurtrières. Les tirs ont eu lieu alors que les manifestants se dirigeaient à la mi-journée vers la présidence en réclamant la démission de la présidente de transition, Catherine Somba-Ponza, qui se trouve actuellement à New York pour prendre part à l'Assemblée générale des Nations unies. La circulation était quasi inexistante sur les boulevards de la capitale centrafricaine. Les forces françaises Sangaris et de l'ONU, MINUSCA, toujours présentes pour tenter de stabiliser le pays après les massacres intercommunautaires de 2013-2014, étaient positionnées en différents points de Bangui. C'est dans ce contexte de troubles persistants que le pape François est attendu les 29 et 30 novembre à Bangui, dernière étape d'une tournée. À Lagos, au Nigeria, les autorités, avec à leur tête le gouverneur Akinwumi Ambode, ont décidé d'interdire les mototaxis dans une partie de la ville. Cette mesure vise à réduire les cas d'accidents, mais aussi l'insécurité dans la ville. Notre correspondant au Nigeria pour les détails. Pointé du doigt pour les accidents de la circulation qu'ils provoquent, les mototaxis 1 Achaba ou Okada, comme on les appelle au Nigeria, sont aussi accusés de jouer un rôle dans l'augmentation du taux de criminalité dans certaines villes de ce pays. À Lagos, la cité économique, ils sont pourtant utilisés par la plupart de ses habitants, où la densité du trafic fait de ces 2 roues le moyen de transport le plus rapide et le plus efficace. Malgré des manifestations et une plainte déposée par les syndicats des conducteurs de taxi-moto 1 Achaba ou Okada, l'interdiction a rapidement été mise en place dans la ville mégalopole Lagos. La police a reçu l'ordre formel d'arrêter tout contrevenant, ainsi l'on assiste à la confiscation de centaines de mototaxis dont les conducteurs ont tenté d'enfreindre les nouvelles règles. À Lagos, l'annonce de cette interdiction a été accueillie de façon mitigée. Elle est vue à la fois comme nécessaire et prématurée. Les autorités semblent avoir pris cette décision de manière inconsidérée. Elles n'ont pas proposé de solution de remplacement. Nous souffrons énormément et les policiers ne font qu'à leur tête, aussi et au vu de tout le monde. Et à chaque fois qu'on t'arrête, il faudra payer au-delà de 1000 naira. Dans d'autres villes comme Port Harcourt, Maiduguri, Wari, certains quartiers de Kano et Abuja, la capitale fédérale, les Okada ou taxi-motos ont été interdits. À Lagos, les 1 Achaba ou Okada permettent à beaucoup de manger. Des milliers de personnes qui auraient pu devenir des délinquants font des courses en Okada pour survivre. Pourtant, en tant que groupe, ils sont vus comme une menace pour la société. Il faut rappeler que le Nigeria connaît depuis avril 2014 une flambée de violences commises par le groupe islamiste Boko Haram avec des attaques spectaculaires et des enlèvements sans précédent depuis 2009. L'insurrection islamiste et sa répression par les forces de l'ordre ont fait plus de 15 000 morts. À Maiduguri, dans le nord, près de 7 000 veuves sont enregistrées. La plupart sont incapables de nourrir leurs enfants 3 fois par jour. Je vous propose ici un extrait des propos de ces femmes. One of my child was kidnapped. He was then at the age of 19 years. Un de mes enfants a été enlevé. Il avait 19 ans. Ils ont dit à son père de rester, de ne pas les suivre. Mais il criait mon fils, et les a suivis quand même. Alors, ils lui ont tiré dans la jambe. Ensuite, nous avons dû mettre mon mari dans une brouette pour l'emmener jusqu'à l'hôpital universitaire de Maiduguri. Mais après ça, il a cessé de se battre et il est mort à l'hôpital. Être veuve est très difficile, même pour trouver un emploi. Il faut trouver quelque chose à faire pour soi-même.
So you have to have something doing by yourself. You will just find something for yourself to do it. When I become a widow, depuis que je suis veuve, manger 3 fois par jour est parfois difficile pour moi. Nous mangeons à peine 2 fois par jour parce que nous n'avons pas d'argent. Il y a des frais de scolarité. Tout est si difficile. everything is so hard. Des milliers de Congolais se sont rassemblés hier à Brazzaville pour dire non à un coup d'État constitutionnel. La manifestation intervient 5 jours après l'annonce par le président Denis Sassou Nguesso d'un référendum à venir sur un projet de nouvelle constitution, ce qui lui permettrait de briguer un nouveau mandat en 2016. Reportage. L'opposition congolaise a tenu dimanche à Brazzaville son plus grand rassemblement depuis le retour au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso en 1997. Objectif, dire non à un coup d'État constitutionnel qui permettrait au chef de l'État de se représenter en 2016. Pendant près de 2 heures, le boulevard de l'armée Noire de Monde a résonné au rythme de slogans hostiles au président congolais sous l'agitation de banderoles sur plusieurs centaines de mètres de cette artère du centre de la capitale. Non au référendum, nous voulons réellement l'alternance politique. Au Congo, vous allez le constater, dans le boulevard Alfred Raoul, il y a la jeunesse qui est là en masse, il y a beaucoup de chômeurs là-dessus. Voilà pourquoi nous sommes là, c'est pour défendre la cause des Congolais. Nous ne voulons plus de ce monsieur, c'est tout. Moi je suis de la jeunesse, de la JCRD, de Andro Kombi Salsa. Nous sommes venus pour défendre notre couleur, défendre la démocratie. Les manifestants répondaient à l'appel du Front pour l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique FROCAD et de l'Union pour la démocratie congolaise UDC, 2 plateformes de l'opposition. J'ai vu l'angoisse d'un peuple, le désarroi de générations entières, sacrifiées sur l'autel des égoïsmes politico-claniques, des appétits du pouvoir. Et là, j'ai compris que le peuple congolais n'est pas en paix. Il est phagocyté par un système politico-économique corrompu. L'alternance démocratique signifie la succession des partis politiques au pouvoir. Avec une autre politique et avec des hommes nouveaux. Vous avez compris très bien. Avec une autre politique et puis des hommes nouveaux. Âgé de 72 ans, Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 30 ans au pouvoir en République du Congo et à qui la Constitution interdit de se représenter, a annoncé mardi dernier vouloir soumettre à référendum une nouvelle constitution qui lui permettrait de briguer un 3e mandat. A condamné ce lundi 2 chefs de la rébellion hutu-rwandaise accusés d'avoir orchestré depuis l'Allemagne des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre dans l'est de la RDC. Ils ont été condamnés respectivement à 13 ans et 8 ans de prison. Le verdict a été délivré par une cour de Stuttgart à l'issue de 4 ans d'un procès épineux. Direction le Togo, la 3e édition du Dîner des icônes, initiée par Béatrice Oloa, une experte en images et communication, a eu lieu ce week-end à Lomé. Cette édition a honoré une ancienne ministre et femme politique du Bénin, Rekia Madougou. Suivez le reportage de Ferdinand Gadé. Mettre en lumière les réussites africaines, c'est l'objectif que poursuit le Dîner des icônes, une plateforme de communication qui réunit tous les 2 mois les hommes d'affaires et les personnalités sociopolitiques autour d'un dîner gastronomique. Organisé par Béatrice Oloa, experte en images et communication, la 3e édition de cet événement qui a lieu ce samedi à Lomé a mis ses projecteurs sur l'ancienne ministre et femme politique d'origine béninoise, Rekia Madougou. Et je voulais établir ce contact avec elle parce que je savais qu'elle était porteuse d'un message fort, d'un message utile et d'un message stratégique à l'endroit des communautés, à l'endroit des gouvernements pour un meilleur développement des classes démunies. Et donc c'était important d'avoir l'inclusion financière comme fil rouge de cette 3e édition du Dîner des icônes, dans la mesure où nous cherchons tous à porter notre pays vers l'émergence économique.
Rekia Madougou, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, ancien ministre de la microfinance et de l'emploi des jeunes et des femmes au Bénin, a comme principal combat le développement des nations africaines. Une lutte au centre de laquelle Rekia Madougou met l'amélioration des conditions de vie des couches déshéritées. C'est un message qui de plus en plus est entendu. L'expérience singulière du Bénin en la matière, c'est d'ailleurs ça qui me vaut l'honneur justement d'être appelé par plusieurs autres gouvernements africains pour mettre en œuvre cette même expérience, bien évidemment en l'adaptant au contexte de chaque pays. Et de plus en plus, les gouvernements africains, portés par leurs leaders, comprennent la pertinence des mécanismes de financement inclusif et surtout apportent leur propre contribution à la promotion de ces mécanismes-là dans leur pays. Deuxième femme africaine ayant reçu Women of Courage Award, une distinction décernée par le gouvernement américain. Rekia Madougou vient de se voir confier une nouvelle mission par les Nations Unies, celle de coacher les États africains à consacrer 1/1000 des revenus des ressources pétrolières et minières de leur pays pour lutter contre la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans. Comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Les partis indépendantistes ont remporté dimanche la majorité absolue des sièges aux élections régionales en Catalogne. Un succès qu'ils présentent comme un mandat pour mener cette riche région d'Espagne vers la sécession. Mais leurs adversaires ont refusé de reconnaître leur victoire, soulignant qu'ils n'avaient pas recueilli la majorité des voix. Reportage. Après le dépouillement de 97% des bulletins, la liste Ensemble pour le Oui, principale coalition indépendantiste, obtient 62 sièges et la liste CUP, extrême gauche, indépendantiste aussi, 10 sièges, ce qui leur permettrait d'avoir à elles deux une majorité absolue de 72 sièges sur 135. En pourcentage, elles ont recueilli 47,8% des suffrages selon ces résultats. La participation exceptionnelle a atteint 77%, dépassant de 10 points celle du dernier scrutin régional en 2012, un record pour ce genre de scrutin dans la région. À Turmas, c'est donc targué d'être parvenu à transformer ce vote en plébiscite. La séparation se fera. S'il n'y a pas une volonté de le faire de manière négociée, nous allons le faire quand même. La proclamation aura lieu parce que c'est le mandat que nous avons reçu et comme nous avons un mandat, nous devons l'accomplir. Mais ses adversaires répliquent qu'il avait perdu le plébiscite faute de la majorité des voix. Le Parti populaire au pouvoir en Espagne a affirmé à Madrid que la majorité des Catalans a rejeté l'indépendance. La majorité des Catalans a rejeté l'indépendance. Les séparatistes ont essayé de briser l'Espagne, mais ils n'ont pas réussi. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont réussi à diviser la société catalane. Maintenant, ce que chaque parti politique doit faire, c'est soigner ses blessures et commencer à montrer aux séparatistes qu'ils ont échoué. Le chef du gouvernement conservateur, Mario Rajoy, s'était impliqué personnellement dans la campagne, plaidant pour une Espagne unie et avertissant les Catalans qu'en cas d'indépendance unilatérale, il risquait l'exclusion de l'Union européenne, une explosion du chômage et l'effondrement des retraites. Si la Catalogne s'en allait, elle emporterait avec elle 1/5 du PIB de l'Espagne, 4e économie de la zone euro et 1/4 de ses exportations. L'éventualité a inquiété banquiers et entrepreneurs qui ont invité Madrid et Barcelone à reprendre le dialogue. Barack Obama, David Cameron et Angela Merkel ont également souhaité le maintien de l'unité. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à chacun et à tous. L'information revient sur